Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio avec Peric Oligas et je reçois pour un débat. Alors tous les débats du 13-14 sont toujours très importants, mais là celui-là nous touche de très près depuis longtemps. C'est une obsession française, c'est un mal français. Je suis avec Christophe Eoch Duval qui est conseiller d'État, un homme engagé justement dans le débat sur les normes. Y a-t-il trop de normes en France? Oui, il y a trop en France, mais lesquelles? Pourquoi? Comment? Christophe Eoch Duval est l'auteur de l'inflation normative. Il n'y a pas meilleure formule pour dire le mal auquel nous sommes confrontés. Il avait écrit précédemment le prix de l'insécurité. Au Conseil d'État, Christophe Eoch Duval est spécialisé dans les questions de santé, notamment des infirmiers, et c'est un observateur, j'allais dire, patenté. Évidemment, en tant que conseiller d'État, il connaît le problème au fond, à l'intérieur, depuis, j'allais dire, les services administratifs, la vie publique, les enjeux politiques. Christophe Eoch Duval, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Je vous ai invité parce que la tragédie de Crans-Montana prouve que lorsque les normes sont pas appliquées, ça peut engendrer des tragédies, voire la mort. Pour autant, il y a beaucoup de normes en France qui sont peut-être abusives et qui entravent le bon fonctionnement du pays, et celles qui devraient être appliquées sont pas toujours contrôlées. Est-ce qu'on en est toujours là? Est-ce que la situation est toujours aussi aberrante, noyée sous les normes qui empêchent le pays de tourner? Merci d'abord, cher monsieur, et merci à Sud Radio de m'inviter. Alors bien sûr, je précise, vous avez nommé mes fonctions. Je suis un citoyen ici à Sud Radio. Oui, vous parlez en tant que citoyen, voilà, évidemment, pas en tant que conseiller d'État. Nous sommes bien d'accord, vous avez un droit de réserve que vous appliquez, auquel nous veillons, bien entendu. On ne peut pas ignorer quelles sont mes fonctions, c'est ainsi. C'est un sujet fondamental. D'ailleurs, le livre auquel vous faites allusion, l'inflation normative, je voulais le nommer le nouveau mal français. Vous avez cité le livre d'Alain Perfit. Tout à l'heure avant l'antenne, voilà, le livre d'Alain Perfit, le mal français en 76. Que j'ai connu, que j'ai d'ailleurs eu même le privilège d'interviewer. Et quand il avait fait la sortie de son livre, c'était de Gaulle. Un inventaire de toutes les aberrations administratives et des dysfonctionnements de l'État. Il avait pointé les raisons franco-françaises, qui sont toujours les raisons franco-françaises, pour lesquelles cette folie de la norme est plus prégnante en France que dans les autres pays de l'Union européenne, que dans les autres démocraties occidentales, où c'est généralement un problème aussi, hein, d'accord. Mais nous sommes plus forts que tous les autres, parce que nous avons cette tradition colbertiste, napoléonienne, technocratique, et que nous en mettons toujours une couche, là où souvent les anglo-saxons sont plus pragmatiques, là où les Italiens et les Grecs font semblant d'appliquer les normes communautaires et ne les appliquent pas forcément à la lettre, ou n'ont pas les fonctionnaires pour les appliquer avec zèle. Et nous cumulons tous les autres défauts. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, je ne pensais pas que vous m'inviteriez le jour de la manifestation des agriculteurs. J'ai une pensée pour eux, parce que je suis un peu de la campagne, mon beau-père était un agriculteur, alors on va dire que j'ai un conflit d'intérêt à penser à eux, mais je leur envoie quand même une carte postale. Ça ne sera pas vécu comme ça ici, voilà, c'est une carte postale sympathique. Et surtout, je voudrais... Alors, on est à la radio, mais je sais que beaucoup d'entre vous nous regardent sur YouTube. Je crois qu'on ne comprend pas aussi bien le problème des agriculteurs, d'ailleurs, comme d'autres artisans et entrepreneurs, en montrant quoi? En montrant l'épaisseur du code rural en 1966. Voilà, vous étiez né sous le général, moi j'avais 7 ans, sous le général de Gaulle. On était sous le général de Gaulle à quelques mois, même pas un an de ce qu'on va appeler le compromis de Bruxelles, peut-être qu'on en reparlera. Le ministre de l'Agriculture s'appelait Edgar Pisani. Exactement. Et c'était un grand serviteur de l'État. C'était vraiment un très grand serviteur, je l'ai connu aussi. Et voici aujourd'hui le code rural que nos agriculteurs doivent appliquer. Vous voyez... Alors je fais un descriptif pour nos auditeurs qui n'ont pas YouTube. Oui. Nous avons 2 volumes, alors c'est couvert de rouge. Toujours. Donc il y a un petit bouquin à côté qui est la norme de 66. Voilà, allez, un petit bouquin de poche. Et à côté, on a le gros dictionnaire qui fait, à mon avis, 4 fois le volume en superficie. Et en plus, il est plus grand que la norme de 66. Donc, inflation normative, là, c'est la version physique et visuelle de cette inflation normative que vous dénoncez dans votre ouvrage. Bien sûr. Et en vérité, bon, alors, c'est pas la méthode scientifique, puisque je suis un chercheur et j'ai élaboré. Aujourd'hui, maintenant, un critère qui est repris partout, on reprend en quelque sorte ma méthode de comptage du volume de l'inflation normative, qui est donc en volume, qu'on peut compter depuis la numérisation des textes officiels. Et alors, on l'appelle en volume de mots juridiques. Et j'ai amené également un autre scoop pour vos auditeurs. Le code de l'environnement, qui préoccupe beaucoup les agriculteurs, hein, parce qu'on ne les loupe pas là-dessus, est un code qui a augmenté de 438,34% en 20 ans. Voilà.
Et là aussi, je montre le tableau. Et le code rural, sa véritable inflation, c'est pas en termes d'édition, parce que les éditeurs savent jouer avec la typo, etc. La véritable façon de le mesurer, c'est 202,32% en 20 ans. Et donc, tout ça leur tombe sur la tête en très peu de temps. Vous voyez, une sorte pas d'accoutumance, d'habitude. Il n'y a pas aussi de comparaison avec la concurrence internationale. Et ils n'ont pas forcément la formation plus pour remplir des formulaires qui sont de plus en plus compliqués, sophistiqués. Donc, on se trompe, il y a des choses trappes, il y a des choses inexplicables ou incompréhensibles pour l'agriculteur qui, le soir, après s'être occupé des vaches le matin, l'après-midi avec son tracteur, le soir, il se rajoute à ce qui déjà est 35 heures dans une journée presque. Non, j'exagère. Certains vous disent que c'est tout le week-end. Mais bien sûr, passent la totalité de leur week-end où ils peuvent se reposer, comme ils disent, à remplir de la paperasse. De la paperasse, à risquer effectivement d'oublier quelque chose, d'avoir une infraction. Et là, on les loupe pas. C'est-à-dire que moi, à la sortie du Mont Métro, à Paris, je ne demande pas son nom, il y a des dealers qui vendent des cigarettes en contrebande. Oui. Je ne vois jamais un képi. Et eux, dans les champs, ils sont y compris surveillés par Internet, par satellite, pour voir combien il y a de vaches dans les champs et s'assurer qu'ils respectent les règles de la PAC. S'il faut détruire une haie, la déplacer ou tronçonner... C'est aussi tout vu. Alors, mais c'est pas ça, ils doivent remplir un formulaire. 15 formulaires. Il y avait 15 formulaires qui ont été un peu simplifiés grâce effectivement à l'intervention de M. Barnier comme Premier ministre qui avait un peu d'attention sur cette question. Qui avait été ministre de l'Agriculture et conscient de ces enjeux. Voilà. Sauf qu'à chaque fois, effectivement, les simplifications n'arrivent pas à aller au-delà de la simple virgule modifiée par rapport à des textes qui se complexifient. Pour autant, Christophe et Hoche-Duval, il y a toujours eu des codes. J'allais dire, est-ce que le code est un symptôme de la civilisation, de l'organisation de la société ? Vous connaissez le code d'Hammurabi, qui remonte en Mésopotamie. Vous savez, ce code avec en cunéiforme. On se dit, il y avait déjà à l'époque des formulaires administratifs. Alors, c'est un code civil, c'est un code légal. Mais malgré tout, on avait besoin d'inscrire noir sur blanc la façon de s'organiser, la façon de procéder, les normes, c'est-à-dire, est-ce que les normes commerciales, qui a le droit, qui n'a pas le droit. Vous admettez par principe qu'une civilisation doit être normée. Vous allez me dire, attention, il y a un seuil à ne pas franchir. Oui, bien sûr, et c'est pas évidemment l'homme de loi, l'homme de droit que je suis qui va évidemment plaider pour l'anarchie ou pour l'absence de normes. Simplement, je fais un constat. Il faut qu'il y ait des normes, mais des normes toujours bien évaluées, bien appliquées et bien représentatives. Je fais un exemple encore, un deuxième exemple. Quand Georges Pompidou un jour voit son jeune collaborateur qui était Jacques Chirac entrer. On était en 1966. Oui. Et il lui dit, parce qu'il lui apporte des parapheurs de textes à signer, il lui dit la fameuse phrase « Arrêtez d'emmerder les Français avec tous vos textes, on en a trop ». Savez-vous que le journal officiel de Pompidou 1966 faisait 11 800 pages. Le JO sous Pompidou fait 11 800 pages. 11 800 pages. Quand il a dit ça à Chirac, arrêtez d'emmerder les Français. Nous sommes aujourd'hui à un JO à 26 048 pages. Donc, est-ce que sous Pompidou... Christophe et Hoche-Duval, rappelons ce qu'est le JO, le journal officiel, et la publication de l'État, où sont mentionnés tous les textes légaux. Donc, vous voyez l'inflation du... Est-ce que sous Georges Pompidou, nous pouvons dire qu'en 1966, la France était un pays sous-développé, sous-normé, sous-civilisé? Non. Au contraire, socialement, alors il n'y avait peut-être pas les progrès sociaux qu'il y a eu, mais il y avait le plein emploi, il y avait un équilibre social, et il y avait une réussite dans les universités pour les enfants de milieux modestes en 71 de 17%. Aujourd'hui, on est tombé à 4%. Exactement. Et l'agriculture dont on parle aujourd'hui, en 1966, alors moi j'étais petit, mais enfin je me souviens de mes cours d'économie un peu plus tard, on vantait la France dans les 5 premiers pays du monde en termes de poids économique agricole, exportateur notamment. C'était on l'appelait ça l'or vert de la France, qui n'avait pas le pétrole, mais elle avait l'or vert qui était l'agriculture. Où en est-on aujourd'hui, après ces accumulations de textes, de tracasseries, d'enquiquinements des entrepreneurs? Et bien sûr, les agriculteurs ne sont que le thermomètre d'une situation. Ils parlent un peu plus que les autres, mais si vous parlez avec un chef d'entreprise, quel qu'il soit, je ne parle pas d'un chef de CAC 40, car lui, il est une armada de sa vie juridique dans lequel il y a 20 docteurs en droit au mètre carré. Mais le petit entrepreneur qui doit appliquer les autres règles, il s'en sort pas. Mais même les artisans sont confrontés aussi à une paperasse et à des procédures administratives de plus en plus lourdes et de plus en plus fastidieuses.
Personne n'est épargné aujourd'hui en France. Personne n'est épargné, et nous-mêmes administrés, nous le voyons bien, parce que quand nous sommes, en tant qu'assurés sociaux ou assurés sociales, confrontés à telle ou telle demande de droits, de prestations ou autre, eh bien, on a une accumulation de conditionnalités. Alors, on réunit la condition B, mais pas la condition C. Ah oui, mais on coche la D, mais on ne cochait pas la E. Et tout ça est très complexe. Et cette complexité, est-ce qu'elle est supportée par une maîtrise démocratique? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on a voulu ces normes? Est-ce qu'on en est à l'origine? Et la plupart du temps, quand on gratte un peu, on découvre que non. Vous êtes sur Sud Radio, je suis avec Christophe et Hoche Duval, nous parlons du surpoids, de l'inflation normative. Est-ce que vous-même, auditeur de Sud Radio, auditeur et auditrice de Sud Radio, est-ce que vous avez été confronté à un abus de normes? Est-ce que vous êtes excédé justement par les formulaires à remplir? Ou au contraire, considérez-vous que ce sont les normes qui permettent de réguler le commerce, la société, et qu'elles sont importantes? Voilà, appelez-nous au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel. Donnez-nous votre avis. Et j'allais dire le professeur et Hoche, professeur en inflation normative, Christophe et Hoche Duval répondra à vos questions. À tout de suite. Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio. Perico Légas reçoit Christophe et Hoche Duval. Nous discutons du fléau informatif, les inflammations normatives, qui est le titre de l'ouvrage de Christophe et Hoche Duval, qui est conseiller d'État, mais qui n'est pas là aujourd'hui en tant que conseiller d'État. Et nous décryptons avec lui les enjeux. Et j'allais dire, c'est un démon qui saisit la société française, l'inflation normative. Nous sommes en ligne avec Philippe qui nous appelle d'Argenteuil. Philippe, vous êtes chef d'entreprise, il me semble, c'est ça? Et oui, c'est ça, je suis chef d'entreprise depuis 10 ans. Avant, j'officiais dans une grande multinationale. Maintenant, je suis à mon compte. Effectivement, les normes, c'est toute une affaire. Aujourd'hui, il y a 400 000 normes en France et les entrepreneurs, ils sont un peu comme Bugs Bunny et l'administration, c'est un peu le chasseur avec un fusil et on nous tire dessus avec ces normes-là. On ne sait jamais si on est en sécurité, si ce qu'on fait c'est bien, tellement il y a de normes. Humainement, c'est ingérable. C'est pas qu'on veut mal faire comme entrepreneur, c'est pas qu'on veut pas appliquer les normes, mais simplement, il y en a tellement qu'on se dit toujours, j'ai oublié quelque chose. Et il n'y a pas de possibilité réelle de savoir si on est pile dans l'axe ou pas. Vous êtes un peu assisté quand même, vous sentez que vous avez une formation, ou j'allais dire un mode d'emploi de la gestion, où vous êtes livré devant la norme, on se débrouille pour remplir les conditions de formalité administrative. Voilà, on fait au mieux. Moi, j'ai fait une école de commerce quand j'étais gamin, donc je pense que j'étais formé sérieusement. Je travaillais à des postes importants. Mais même moi, qui ai fait une vraie carrière dans l'industrie automobile, par exemple, et je peux vous dire une chose, c'est que quelqu'un de normal, même moi, qui quand même qui a un bon background, on se trouve complètement perdu là-dedans. C'est un vrai marais, quoi. Concrètement, vous avez une aberration à nous citer, par exemple, que vous auriez en mémoire? Oui, par exemple, au niveau des assurances, il y a tellement de normes. Moi, j'ai une entreprise qui est multiple, qui fait plusieurs segments d'activité, donc du tourisme, de la vente de jouets et autres. Ça m'oblige à prendre, chaque fois qu'il y a des normes, ça implique des responsabilités. Ça m'oblige, par exemple, à prendre plusieurs assurances et responsabilités civiles par rapport au segment d'activité que j'ai. Et même dans des activités touristiques, je suis obligé d'avoir plusieurs responsabilités civiles en fonction des prestations que je fais, tellement il y a de normes. Et c'est pareil pour le personnel. Je ne peux pas faire travailler des gens qui en profitent 360 pour faire l'encadrement. Il me faut des gens qui soient soit maîtres nageurs, soit accompagneurs vélo, soit professeurs de canoë, etc. Merci. Donc, on n'en finit pas. Merci Philippe pour ce témoignage. Vous restez avec nous puisque Christophe et Hoche Duval va vous répondre. La situation de Philippe, c'est une situation que vous connaissez, qui arrive, qui est de plus en plus fréquente. C'est une situation évidemment... Vraiment, ce sont les chefs d'entreprise. Alors, il faut mettre là-dedans les artisans, les commerçants, les agriculteurs, qui sont peut-être à la pointe du ressenti de cette pression normative. Mais encore une fois, elle touche tout le monde. Et malheureusement, elle touche souvent beaucoup de citoyens et d'administrés qui ne s'en rendent plus compte. Parce que comme M. Jourdain, on avale de la norme sans plus savoir qu'on boit de l'eau. D'accord. Je voudrais juste rectifier un détail. C'est un détail. Ce monsieur a donné un témoignage Philippe. Très fort, très important, Philippe. Je le salue. Il a dit la France aux 400 000 normes. Alors ça, c'est une farce. Mon livre démontre que c'est une farce médiatique. Dans quel sens ? Ça n'existe pas. Voilà, on peut pas les compter, les normes. Et si on les comptait une par une, ce qu'on ne peut pas faire, je vous mets au défi. Et donc c'est une estimation. Voilà. C'est une estimation qui est
tellement basse par rapport à la réalité. À 400 000, vous voulez dire que c'était... Oui, absolument. On est loin du compte. Disons que si je calculais le nombre de normes, peut-être je serais proche d'1,5 million ou 2 millions. Pourquoi? Je vous explique. C'est pour ça qu'on a dû abandonner le comptage des normes en volumétrie. En volumétrie. Et j'invite ce chef d'entreprise, comme les auditeurs, à aller sur un site internet qui s'appelle viginorme.fr. Vigie avec un E, norme avec un S, je crois me souvenir. .fr, et qui est la seule façon de compter en volume le nombre l'importance des codes et des lois. Et ce volume, je peux aussi le convertir, il est en fonction du nombre de mots, je peux le convertir en volume horaire de lecture. Il faut à Philippe, en vérité, s'il veut appliquer la loi et ne pas être nul et censé ignorer la loi en infraction de ci, de là, il faudrait qu'il lise aujourd'hui 2642 heures l'ensemble du droit applicable. Voilà. Comme il ne peut pas le faire, il prend des avocats. Les avocats coûtent de l'argent, s'imputent sur les prix de revient, parce que ça, c'est une chose que les technocrates n'ont jamais compris, car ils n'ont jamais fait l'entreprise. C'est-à-dire que les normes ne sont pas gratuites. Les normes s'incorporent nécessairement dans le prix de revient. Et ce prix de revient est-il toujours compétitif? Si oui, pas de souci. À partir du moment où la norme a été faite, en veillant à ce que les Américains, les Chinois, les Indiens, les Européens ont à peu près les mêmes normes, donc les mêmes coûts dans leur prix de revient. Si ce n'est pas le cas, l'entreprise est déficitaire. Si elle est déficitaire, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est la crise économique et elle est en partie liée aussi au surcoût des normes françaises. Vous voulez dire qu'une norme n'est pas seulement une entrave administrative ou une entame à la procédure ou une entrave à la production, il peut y avoir une incidence économique directe, ça appauvrit l'activité à laquelle elle est appliquée. Mais absolument, c'est d'abord une question de coût économique. C'est d'abord, la norme, elle peut avoir deux aspects irritants. Un aspect liberticide, car encore une fois, la norme, c'est le contraire de la liberté. Alors, on va en débattre, parce que quelquefois, Christophe Duval, ça peut être une conquête du consommateur pour protéger certaines qualités ou certaines garanties, notamment alimentaires. Ça, on ne le conteste pas, mais en tous les cas, même la norme vue de ce point de vue, elle est le contraire d'une liberté. C'est-à-dire qu'on a limité la liberté de l'entrepreneur, par exemple, pour mettre des normes sur le droit du travail ou sur le droit de la consommation. Mais il faut un juste milieu. Et le deuxième point, alors ça c'est une question démocratique. A-t-on adhéré à ce choix démocratique de limiter par la norme la liberté? Si je vous lance un défi philosophique, Christophe Duval, je vous dis, la norme est l'orgueil du libéralisme, ou elle est le fondement du libéralisme. Je crois surtout, comme disait Montesquieu, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Et je suis d'abord rattaché à Montesquieu par toute ma formation juridique et française. Et donc, je veux des garde-fous et des contre-fous, au risque effectivement que le pouvoir normatif finisse par être ce qu'on a appelé aussi un autre grand écrivain français, Tocqueville, le risque de despotisme administratif. Bon. Et le deuxième volet, c'est que la norme a forcément un coût économique. Ça, c'est absolument chiffré, absolument documenté. Et c'est là où, effectivement, que les normes françaises, si elles ne sont pas compétitives, elles nous font prendre un risque de décrochage par rapport à nos concurrents. Et c'est toujours le consommateur final qui paye la norme. Parce que le chef d'entreprise ne la sort pas de son chiffre d'affaires. Il la rajoute à son prix de revient. Pour autant, Christophe Duval, vous n'êtes pas pour une dérégulation totale. Non, je ne suis pas pour une dérégulation totale, je suis pour revenir d'abord à la maîtrise démocratique des normes, premier point. Deuxièmement, Soyez précis, ça veut dire que ça doit être décidé, pas par des fonctionnaires derrière un bureau qui ne sont pas élus, mais qui sont mandatés avec une certaine légitimité démocratique. Avec une légitimité démocratique, aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas entraîner ce débat, il est très, très complexe, mais nous avons un problème de déficit démocratique, de déficit de représentativité démocratique de notre Parlement. Vous voulez dire, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, notamment à la Commission européenne, mais même au niveau de l'administration française, sont des gens qui n'ont peut-être pas forcément le mandat légitime pour exercer ce pouvoir. À ces trois niveaux, nous avons un problème. La France, aujourd'hui, dérive dans une sorte de technocratie à mode électif, premier point. Deuxième point, le Parlement qui est issu, au moins, on va dire, depuis manifestement depuis la dissolution. Oui. Je vous rappelle quand même que la majorité législative aujourd'hui représente 33% des électeurs. Or, elle a 100% du pouvoir normatif. Oui. Prenez un exemple encore concret qui a hérité aussi des automobilistes parisiens, la ZFE. Zone à faible émission. Au cœur du débat européen, parce qu'elle vient, la ZFE. Bien. La ZFE, elle a été adoptée par une Assemblée nationale, contre l'avis du Sénat, donc déjà qu'une des deux chambres,
avec un seul vote, et c'était juste avant le quinquennat dernier. Personne n'a rien vu de la norme. Elle a été absolument de fabrication technocratique, et aujourd'hui, les citoyens la découvrent. Mais des députés l'ont voté en leur nom. Sauf que ce pas des députés qui représentent en quelque sorte au moins 51% de l'opinion publique française. Et ça pose un problème, parce qu'à un moment donné, ça fait le phénomène des gilets jaunes, le phénomène des agriculteurs, le phénomène des bonnets rouges, etc. Les gens sont surpris, comme estomaqués, par l'existence d'une norme que le principe démocratique en vérité leur fait supporter. Mais ils n'ont jamais voulu. Donc il n'y a pas d'adhésion. Quand il n'y a pas d'adhésion démocratique à la norme, il y a le risque de gilets jaunes, de manifs des agriculteurs, de manifs des bonnets rouges, etc. C'est le décrochage démocratique qui est d'abord un premier problème. Vous voulez dire, quand le citoyen et la citoyenne ne se sentent plus représentés ou écoutés, ça crée évidemment une fracture sociale et une fracture politique. Vous restez avec nous. Alors, est-ce que vous êtes, chers auditeurs et auditrices de Sud Radio, est-ce que vous êtes artisan, est-ce que vous êtes commerçant, je ne sais pas, vous pourriez être boulanger, coiffeur, surtout dans les professions de bouche. Si vous êtes confronté aux normes, appelez-nous pour nous dire tout le mal ou le bien que vous en pensez, ou tout simplement, quand je dis le bien, peut-être que vous considérez que votre profession est protégée par des normes qu'il est très important de préserver, et que si elles n'étaient pas là, ça serait peut-être un marché sauvage qui s'emparait des enjeux économiques. On attend vos appels au 0826 300 300. Emmanuel Galasso est à l'écoute, il vous attend, et Christophe Héauge-Duval répondra avec pertinence et lucidité à vos pertinentes questions. À tout de suite. Sud Radio. Midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Oui, vous êtes bien sûr Sud Radio, et je reçois Christophe Héauge-Duval, auteur de l'inflation normative, conseiller d'État, mais il est là à titre personnel. Merci. Et nous faisons l'évaluation, j'allais dire quelquefois désastreuse, de ces normes, de ces règles, de ces réglementations qui, plus que de faciliter la vie d'une société, en entrave le bon fonctionnement. Nous sommes en ligne avec Cédric, qui nous appelle d'Ottignac. Cédric, vous êtes chauffeur poids lourd, il me semble. Oh oui, bonjour. Vous êtes vous bonjour, merci d'être là. Bonjour Cédric. Vous êtes vous aussi confronté à des normes qui vous agacent? Aujourd'hui, on sait que quand on prend le métier de chauffeur routier, on a des contraintes, et les contraintes, on les a parce qu'on n'a pas un permis de conduire classique. On a un permis de conduire avec des heures de repos obligatoires minimum. On a des heures de travail obligatoires minimum, un temps de conduite obligatoire maximum. Donc, on sait que ces contraintes-là, on les a, et des fois même, ça en est un peu compliqué. En plus, là, nous, on a une spécialisation, on travaille dans le convoi exceptionnel, donc c'est vrai qu'après, il faut faire attention aux hauteurs, aux largeurs, à toutes ces choses-là. Mais nous, on est obligés. C'est comme ça. C'est vrai que j'en ai discuté un petit peu avec Manu. J'ai cherché les différences qu'on avait avec les autres pays d'Europe. Il y en a pas trop, sauf que certains pays d'Europe n'ont pas de FIMO, donc ou de FCO. Ce sont des comment on appelle ça, des examens obligatoires tous les 5 ans. Ils sont exemptés de ça. Mais voilà, c'est vrai que quand je vais vous dire que voilà, moi je dois travailler 9 heures par jour et avoir 2 fois par semaine, je peux travailler jusqu'à 10 heures par jour et avoir 56 heures par semaine de temps de conduite, au maximum 90 heures sur 2 semaines, avec une exception d'1 heure supplémentaire. Vous allez dire, mais il est fou ce gars. Mais c'est notre travail. Voilà, on est comme ça, et on est mécaniquement, on finit par l'être. Alors après, il y a la RSE, réglementation sociale européenne. Après, on a la réglementation française. On a le code du travail. On a le code de la route. Et on vit avec. Voilà. Et on est obligé de vivre avec. Certaines normes sur lesquelles je disais justement à votre standardiste Manu qui ne sont pas normales, c'est la différence que nous avons nous aujourd'hui. Je parle par rapport à nos agriculteurs. On a des normes françaises qui vont au-delà de l'acceptation des normes européennes, où on est tous pareils, où tout le monde devient souverainiste et fait n'importe quoi chez soi. Voilà. Le problème, c'est que nous, ici en France, interdiction du glyphosate. Par contre, effectivement, l'Espagne peut le faire. Donc, qu'est-ce que font certains agriculteurs? Eh bien, ils descendent en Espagne, puisque nous, on n'en est pas loin, et puis ils vont acheter du glyphosate en Espagne. Et puis voilà. Et pourquoi? Parce que voilà, il y a des interdictions, il y a des normes, il y a des réglementations. On voit le prix du poivron qui est à 1,55 € en Espagne, et il est à 4,90 € en France. C'est le même qui vient d'Espagne. Donc, il y a des gens qui se gavent, voilà, entre autres. Et tout ça, en fait, ça nous bouffe, ça nous mange, ça nous mine. Et effectivement, les normes, alors moi, dans mon transport routier, effectivement, on en a un peu, on a des tricheurs.
mais qui ne respectent pas les règles. Pour autant, Cédric, pour autant, ces normes, notamment sur le transport routier, sur les poids lourds, si elles n'existaient pas, vous avez des professionnels qui vous feraient rouler 38 heures d'affilée. Vous avez des artisans transporteurs qui... Oui, donc il faut bien... On peut pas... Avec les petits camions bâchés, les mecs, ils roulent 18 heures par jour. Ils roulent 18 heures, 20 heures par jour. Donc vous voulez dire qu'on manque de vous voulez dire qu'on manque de normes, ou plutôt qu'on manque de contrôle. À partir du 1er juillet 2026, ils seront obligés d'être dotés. Ils auront également la même normalisation que le transporteur routier au niveau national ou international. Donc il y aura un disque à l'intérieur du camion où on pourra contrôler le timing, le durée, les horaires. Ils seront obligés de rouler que 9 heures au lieu de rouler comme ils font là. Ils roulent de nuit, ça se cache. Ça a des poids. Moi, je vous dis, j'ai un collègue qui a réparé un camion qui avait que 6 mois. Il avait déjà 210 000 kilomètres. Le gars, l'essieu, il était bouffé. Il me dit, les mecs, ils roulent, ils ont 3 tonnes, 104 tonnes dedans. Alors que normalement, c'est 800, 900 kilos. Effectivement, c'est pas rassurant. Christophe et Hoche-Duval, vous êtes confrontés là à un cas que soulève Cédric, à savoir des normes abusives et en même temps des normes qui ne sont pas contrôlées ou qui ne sont pas surveillées, qui permettent aux gens qui veulent les contourner de le faire librement. Oui, il y a trois sujets, bonjour Cédric, qui effectivement sont intéressants dans son témoignage. Je me souviens d'avoir fait une tribune dans le journal Le Monde dans lequel je disais il suffirait de commencer par appliquer les normes. Premier point. Voilà. Ce qui n'est pas le cas. Puis on en rajoute, et on en rajoute finalement sans avoir réalisé que souvent certaines d'entre elles suffiraient, mais ne sont pas appliquées. Donc on court après la norme. Est-ce que vous voulez dire, Christophe Hoche-Duval, que lorsqu'on fait une norme, il faut mettre à côté le moyen de l'appliquer et de la contrôler? Il faut d'abord évaluer, de savoir si elle est utile et nécessaire. Deuxième point, ce que Cédric a soulevé, c'est la question de la surtransposition. Et ça, c'est une maladie française. Eh oui. C'est une maladie française, je suis d'accord avec lui. Définissez-le en deux mots. C'est-à-dire qu'il y a des normes communautaires, des normes. Alors, Jacques Delors avait dit 80% des normes qui s'appliqueront maintenant dans les pays de l'Union européenne seront d'origine européenne. Et effectivement, bon, c'est une question d'ailleurs aussi de légitimité démocratique, mais bon, admettons qu'elles sont d'origine européenne. La question, c'est quand on les transpose, c'est-à-dire qu'on les introduit dans le droit national de chaque État. Il y a des États type l'Italie, type la Grèce. C'est la règle communautaire, point barre. Voilà, on est rasemotte. Et puis, nos amis technocrates français ont tellement envie de rajouter une couche, et ça s'appelle la surtransposition. Donc, ils rajoutent au fardeau déjà peut-être communautaire des règles nationales. Vous voulez dire, Christophe, qu'il y a des États de l'Union qui se contentent de la législation européenne, ils l'appliquent, et donc ils font abstraction de toute législation nationale. Exactement. Et en France, on aime bien remettre une petite couche ou garder, on va dire, une subsidiarité. Exactement, mais on va être une subsidiarité à la hausse. À chaque fois, parce que c'est pour prendre comme plancher la norme communautaire et rajouter un étage ou 2 étages. Et ça, c'est un problème parce que du coup, il y a une distorsion de concurrence. Il a cité le cas de l'Espagne par rapport au glyphosate. Pourquoi on a interdit ça aux agriculteurs français et pas aux agriculteurs espagnols ou italiens? Et donc, on a tué des filières. Et puis, il y avait un troisième point que disait Cédric, et je vais l'oublier à l'instant par contre, excusez-moi, mais son intervention, je trouvais, était très intéressante, parce que justement, il montre que il y a des normes qui protègent, c'est évident, mais il faut à chaque fois... Et puis alors, oui, ça me revient, le danger de la surmultiplication des normes, c'est le danger à chaque fois des niches à dérogation. Il y a toujours forcément à ce moment-là des angles morts. Et oui. Et dans ces angles morts vont se nicher des concurrents plus ou moins déloyaux qui vont... Alors, donc la norme se retourne. Elle se retourne contre ceux qu'on veut protéger. Et il y a des gens qui sont très malins, qui regardent bien les normes et à chaque fois ils disent « Ah ben tiens, là il y a une dérogation. Donc c'est là que je vais créer mon activité. » Donc le dérogatoire peut-être quelquefois une activité qui devient concurrentielle déloyalement avec celle du principal. Voilà. C'est le cas de Cédric et bravo. François nous appelle de Nîmes. Bonjour François. Oui, bonjour à tous. Vous êtes artisan, François. Bonjour François. C'est ça. Voilà, moi je pratique notamment l'électricité. Oui. Bon, il y a une norme électrique, là c'est 1500. Il faut qu'elle reste et qu'elle soit pérenne, quoi, hein. Il faut la faire évoluer avec le cours des matériaux. Mais moi je suis pour cette norme-là. Après, au niveau du code du travail, je vous le dis franchement, hein,
Le code du travail, c'est une bible, il doit faire des milliers de pages, on s'en sort pas. Oui. Aujourd'hui, moi, je veux plus embaucher, j'ai trop peur d'embaucher. Si j'embauche, je peux pas garantir à mes gars que je sois pile poil sur la réglementation de la fonction publique, de la code du travail. Il y aura toujours un truc que je vais passer à travers, je vais me faire avoir et ça va me retomber dessus, je vais faire ma boîte. Donc moi, maintenant, je joue au jeu, quand je n'embauche plus, c'est fini. Maintenant, je vais me retrouver tout seul. Bon, je tiendrai compte de ma sécurité, mais je ne veux plus embaucher. Il y a trop de normes en France. Vous vous rendez compte, si je vous prends un jeune aujourd'hui en formation, je ne peux pas le faire monter plus de 3 marches de l'échelle. Là, vous parlez de normes sociales, de normes sociales qui font que des normes de sécurité, mais aussi des normes sociales qui dissuadent l'employeur d'embaucher quelqu'un. Oui, ça nous refroidit. Et puis après, plus vous mettez de normes, plus vous quantifiez ces normes-là, plus le coût de la vie il va être cher. Parce qu'après, regardez les voitures. Je vous donne l'exemple des voitures. Vous mettez des normes anti-patinage de sécurité, anti-tout. Les voitures, son prix il est multiplié pas par 2, mais je veux dire, c'est une fortune, quoi. À un moment donné, il faut qu'ils se posent des questions. Soit on revient sur une base où on joue sur la sécurité, ok. Il faut arrêter de surcharger. Moi, j'ai décidé, je n'embauche plus, c'est fini. Christophe Héroche-Duval, le cas de François. Il dit 2 choses très intéressantes. La première, il fait une remarque que je partage. Les meilleures normes sont les normes qui sont créées par les entrepreneurs eux-mêmes. C'est les normes AFNOR. On met autour de la table. Il faut retirer le pouvoir. Oui, écoutez, il faut retirer le pouvoir aux parlementaires, et aux technocrates. Il y a des normes professionnelles. On met les professionnels autour de la table. C'est les fédérations professionnelles, c'est leurs syndicats. Et on peut mettre aussi le syndicat d'ouvriers et de salariés, c'est évident. Et on crée des normes consensuelles. Donc plutôt un conseil économique et social plus qu'un parlement. Peut-être, mais les normes AFNOR sont de construction professionnelle. Donc il y a une adhésion. Il y a un réalisme. D'abord, c'est pas des normes farfelues sorties par des gens qui n'ont jamais vu un boulanger ou je sais pas ce que faisait monsieur. Électricien. Ils n'ont jamais vu une prise électrique. Bon, voilà, j'exagère à peine. Et le deuxième point, le code du travail, effectivement, je ne peux qu'applaudir ce que dit dit François, en le décevant un peu parce que vous allez voir que vous allez sur le site Viginorme avec un s.fr, allez-y monsieur le entrepreneur, le code du travail est celui qui a presque le moins enflé. 104,88% en 20 ans. Mais c'est quand même le double. Oui, c'est quand même le double. Mais vous voulez dire qu'il y a du 300 et du 400%. Exactement, voilà. C'est les meilleurs codes en termes de croissance, c'est le code de l'environnement qui effectivement est de 400% d'inflation en 20 ans. Mais alors, voilà, un exemple typique. C'est-à-dire que la CAC 40 va presque s'en fiche de l'augmentation du code du travail. Parce qu'il y a une armada, comme je le disais, de services juridiques. En même temps, d'ailleurs, c'est elle qui va trouver, grâce aux normes, de quoi faire licencier un employé. Ah ben oui. Parce qu'elle trouvera la niche de la norme qui permet effectivement de mettre en tort l'employé. À l'inverse, monsieur qui a très peu de salariés, lui, il va oublier une norme du Code du travail. C'est pas de sa faute. Il peut pas surveiller tout ce qui se produit dans le Code du travail tous les ans. Et c'est à l'inverse son salarié qui risque de découvrir qu'effectivement, il a oublié la virgule de ceci, de cela, et qui le mettra au Conseil des prud'hommes. Vous voyez comme quoi la notion même de protectrice de la norme, elle est parfaitement ambivalente. Vous êtes sur Sud Radio, je suis avec Christophe Héroche-Duval, avec lequel nous dissertons de façon très efficace sur l'inflation normative en France, faut-il ou n'en faut-il pas. Vous-même, est-ce que parmi les auditeurs et auditrices de Sud Radio, quelqu'un est capable de nous appeler pour nous dire vive les normes, heureusement qu'il y en a dans le métier où je suis. S'il n'y en avait pas, ça serait la foire, ça serait la jungle, et quelque part, il faut qu'il y ait des normes, ou encore, vous êtes encore artisan et vous avez, je ne sais pas, vous êtes boulanger, et vous avez un exemple encore d'une aberration normative qui vous pourrit la vie. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Manu, le célèbre Manu, vous répondra il vous passera la communication et c'est Christophe Héroche-Duval qui répondra à votre question. À tout de suite sur Sud Radio. Sur Zalando et 100% de chance qu'il me remarque. Je suis un génie, non? Alors ça, je sais pas, mais en tout cas, t'as pas froid aux yeux. Du 7 au 12 janvier, trouvez tous vos coups de cœur de l'hiver. Maintenant, jusqu'à moins 50% sur Zalando. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio, Perico Légas reçoit Christophe Héroche
Duval, Christophe Héroche Duval, qui est conseiller d'État et qui aujourd'hui, j'allais dire, est un défenseur des libertés, parce qu'il a étudié, il est ici en tant que citoyen vigilant et conscient, et nous faisons l'inventaire, et quand il y a des normes, il y a toujours un inventaire, nous faisons l'inventaire des aberrations, des anomalies, j'allais dire, et des dysfonctionnements engendrés, au contraire de ce qu'elles veulent produire, par cet excès de normes qui, quelque part, empêche la République de tourner en rond, y compris sur le plan démocratique. Christophe Héroche Duval, deux aspects principaux. La santé. Saturée de normes, là aussi, ou non? Oui, tout à fait. La santé saturée de normes. D'ailleurs, je consulte encore à nouveau le site Vigie avec un E, norme avec un S.fr, et c'est un site que j'ai pu faire. On ira dessus, hein. Vous le citez plusieurs fois depuis le début de l'émission. Allez-y, c'est d'abord un site gratuit. Je l'ai fait avec l'aide de contribuables associés qui m'ont aidé à faire ce site. Et je vois que le code de la santé publique, je prouve qu'il a augmenté de 332,93%. Vous voyez, c'est très précis. En 20 ans. Mais une norme de santé, c'est essentiel, Christophe. Oui, absolument. Sauf que, vous voyez, cette croissance du Code de la santé publique est-elle en adéquation, je pose la question aux auditeurs, avec le service rendu par l'hôpital public? Parce que si le taux de satisfaction des utilisateurs d'hôpitaux était de plus 332% si on avait mis en place un baromètre il y a 20 ans, est-ce qu'elle serait de cette teneur-là? Ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des établissements de santé où tout est formidable, hein, on est d'accord. Au contraire, ça sauve des vies. Mais ce sont aussi des accumulations de barrières et d'entraves. Je crois que si on avait comme auditeur un directeur d'hôpital public et qu'il soit anonyme, parce qu'il tiendrait bien sûr à l'anonymat de son témoignage, je ne pense pas qu'il nous ferait le témoignage que cette accumulation de normes de la santé publique qui change tous les ans, alors avec un gros responsable qui s'appelle les lois de financement de sécurité sociale. C'est un peu technique, je vais vous expliquer 30 secondes, mais malheureusement, elles ont contribué à l'inflation des normes de santé publique, également des normes de prélèvements obligatoires. Pourquoi ? Parce que on a découvert que ces lois sont votées dans un temps très réduit. Et oui. Et donc on fait avaler. Il y a un timing. On fait avaler aux législateurs, aux parlementaires, de plus en plus de normes, ce qu'ils n'ont pas le temps de se pencher. À voter en vitesse, sans donc, examen. Le ministère Ségur, c'est la rue de Ségur où il y a le ministère de la Santé, profite de ce vecteur législatif pour bourrer de normes. J'appelle ça des planches à normes. Alors, on va faire un lien, Christophe Héroche Duval, entre santé et agriculture, parce qu'il y a le Mercosur et vous avez envie d'intervenir là-dessus. Je vous vois venir de façon très, très légitime. Je disais tout à l'heure dans mon humeur, je lisais ce rapport, je prenais de donner information sur ce rapport de l'INSERM qui signale que dans notre alimentation, il y a tout un tas de conservateurs, de produits toxiques qui sont introduits pour prolonger la conservation des produits au plus grand profit de la grande distribution et de l'industrie agroalimentaire. Là, il faut des normes. Le Nutri-Score était une norme qui me semblait à moi utile puisqu'elle prévient le consommateur des excès qu'il ne doit pas commettre. Pour autant, dans l'agriculture, il y a des normes qui sont des entraves au fonctionnement de l'agriculture. Le Mercosur, c'est aussi une question de normes ? Oui, d'abord, ce sera une norme, enfin, pas une norme à elle seule, puisque c'est un accord commercial pour lequel la Commission européenne, alors c'est complexe parce qu'aujourd'hui on a des agriculteurs qui protestent contre ce Mercosur et en croyant que c'est devant l'Assemblée nationale qu'il faut effectivement protester pour ne pas faire adopter ce texte. Le problème c'est qu'ils n'ont pas compris du tout. Si en 2005 on a effectivement interrogé les Français par référendum sur... Ils ont dit non. Ils ont dit non, mais tout de suite après... En 2008, le président Sarkozy, en 2007, a fait voter par le traité de Lisbonne. On a fait d'abord adopter le traité de Lisbonne qui a dit exactement la même chose que le traité qu'avaient rejeté les Français. Et c'est ce traité de Lisbonne, alors c'est pas que lui, mais enfin je vais vite et je grille court, qui a effectivement transféré entièrement les compétences d'accords commerciaux à la Commission européenne, avec seulement la possibilité pour ce qu'on appelle une majorité qualifiée d'États de s'y opposer. Et là on découvre qu'on est minoritaire. Et voilà. Et donc ce traité s'imposera quand même. Il va être adopté dans le cours du mois de janvier, si bien que ce que font les agriculteurs est peut-être un barreau d'honneur, mais malheureusement, là encore une fois, ça nous renvoie à la maîtrise démocratique de la norme. Donc vous dites que ce traité va être appliqué en total déni de la volonté souveraine du peuple français. Alors, si on le consultait, il est clair que le traité... référendum français... le général de Gaulle ferait peut-être pour provoquer le mécontentement de la France deux choses. D'abord, il exciperait à nouveau de ce qu'on appelait le compromis de Luxembourg, qui est quand même lié à une crise agricole. Il a dit à ses ministres,
revient à la maison. Pisani revient. La chaise vide. Voilà, la chaise vide. Et il a obtenu que, quand il y a des intérêts fondamentaux d'un des pays membres de l'Union européenne, on puisse avoir un veto. Ce qui n'est plus le cas. Deuxième point, c'est entièrement communautarisé, donc je ne sais même pas ce qu'on a besoin de dire ou ne pas dire. On acceptera ce qui a été dicté par la copie germano-bruxelloise. Et enfin, quand je vois même que la ministre de l'Agriculture, qui fait preuve certainement de bonne volonté, prend un arrêté, et vous parliez justement des substances, prend un arrêté le 5 janvier 2026 pour interdire certaines substances, oui. Son arrêté, malheureusement, il est illégal. Voilà. Il est illégal parce qu'elle prend un arrêté, qui est d'ailleurs une des plus faibles normes dans le droit français, oui. Sur un domaine qui est entièrement communautarisé. Donc c'est la gesticulation malheureusement donc elle peut dire ce qu'elle communicative. Il n'y aura pas d'incidence. Voilà, il va d'abord être très rapidement attaqué au tribunal et il sera annulé, je pense, à 9 chances ou malchance sur 10. Et ça ne fait que rajouter la perte de confiance des agriculteurs, des administrés, des citoyens, qui du coup ne croient plus non plus aux normes. Parce que soit on adopte une norme et on se l'applique, soit on se fait imposer une norme et on se dit mais pourquoi on se la fait imposer ? Et là, il y a une réponse politique possible ou non ? Ah mais il y aurait une réponse politique, mais elle reposerait une volonté politique magistrale. Effectivement, le président de la République pourrait très bien dire « Je provoque, en vertu de l'article 11 de la Constitution, un référendum, même si on sait que probablement il n'a pas le droit, il n'a même plus le droit de faire un référendum sur un texte communautaire. Mais l'effet démocratique pourrait être très fort. Il a l'appui du peuple français pour après dire... à la commission de Bruxelles, compromis de Luxembourg, et j'ai l'appui de 63,4% des Français. Et là, je dis, c'est niette. Eh bien, écoutez, nous comprenons, Christophe et Hoche-Duval, que Annie Genevard aboie, mais la caravane du Mercosur passera. Vous aurez certainement l'occasion de revenir nous voir parce que cette thématique de l'inflation normative n'est pas terminée et elle ne fait que s'aggraver vu le pourcentage d'inflation que vous signalez. Merci d'avoir été parmi nous. Merci Sud Radio d'ouvrir ce débat. Mais Christophe et Hoche-Duval, merci aux auditeurs qui nous ont appelés pour témoigner de leur mécontentement et de leur désarroi. On reviendra sur ce dossier parce que c'est pas un dossier qui clôt aujourd'hui et il ne pourra que s'aggraver. Moi, je vous dis à demain. Et là, il y a Brigitte Lahaye qui va nous parler d'une inflation mais qui est sentimentale. Elle est plutôt positive. Merci, bonne journée. Merci.